Auzu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Your Excellency Annalena Baerbock, Madame la présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Majestés, Mesdames, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. Nous célébrons le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations unies. C'est un honneur pour moi que de prononcer cette déclaration au nom de son Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de la Gambie. À l'entame de mon propos, permettez-moi de vous féliciter, de vous souhaiter plein de succès au nom donc du président et du peuple et du gouvernement de la Gambie. Permettez-moi également de saisir, Monsieur le Président, Madame la Présidente, de saisir cette occasion pour vous féliciter, vous, au nom du gouvernement de la Gambie, pour votre élection au poste de président de la 80e session de l'Assemblée générale. Votre élection prouve l'attachement qui est le nôtre à l'émancipation des femmes et à la diffusion de la problématique homme-femme. Ceci prouve que les femmes sont à même de mener des organisations comme l'Organisation des Nations Unies et d'engranger des succès. Nous vous assurons, Madame, de notre soutien indéfectible et de notre volonté de coopérer dans l'exercice de vos fonctions, tout en réitérant notre attachement au multilatéralisme et aux principes qui sont à la base de la Charte des Nations Unies. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier M. Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale, pour sa direction éclairée de l'organisation. Il a su mener de manière compétente les travaux de l'Assemblée au cours de son mandat. Monsieur le Président, Madame la Présidente, cette 80e session de l'Assemblée générale a lieu à un moment difficile pour la communauté internationale. Elle doit gérer toute une série de conflits, des guerres, des menaces à la paix et à la sécurité internationale qui exigent de tous les États membres de réaffirmer leur foi et leur rattachement collectif aux principes nobles de la Charte des Nations Unies. Une charte qui a été élaborée avec beaucoup d'optimisme pour saluer l'avènement d'un nouvel âge, d'un nouveau monde qui corrigerait les erreurs du passé et définirait une destinée commune basée sur notre humanité partagée à tous. Relançons l'esprit de solidarité de la Charte par un engagement de tous les États, petits comme grands, développés, en développement. Madame la Présidente, cette 80e session de l'Assemblée générale est symbolique pour notre pays. Notre élection à la présidence de la deuxième commission cette année, par exemple, est historique. Elle illustre les mesures que nous avons prises et les efforts que nous avons faits pour façonner un ordre mondial multilatéral stable et prospère. Je tiens à vous assurer que nous continuerons de participer activement aux travaux de l'Assemblée. Nous entendons continuer de chercher des solutions opportunes et novatrices aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous coopérons avec tous les États membres pour régler ces défis urgents. Madame la Présidente, en 1945, le monde a créé les Nations Unies pour sauver les générations à venir du feu de la guerre. La création des Nations Unies les Nations Unies sont une force motrice du multilatéralisme et réaffirment notre foi collective dans le caractère sacro-saint des droits humains, de la paix internationale et de la sécurité de par le monde. Nos accords de sécurité collective sont basés sur le multilatéralisme. La commémoration de la création de l'organisation cette année nous exige de nous d'examiner son avenir et de réaffirmer que les Nations Unies sont la première institution mondiale qui a pour but, qui est chargée de garantir la destinée de l'humanité. Madame la Présidente, nous avons adopté l'année dernière le pacte pour l'avenir pour relancer l'esprit du multilatéralisme et de la solidarité. Nous devons faire davantage pour nous honorer des engagements pris dans celui-ci. 80 ans plus tard, nous sommes encore confrontés à la poursuite des conflits et de la fragmentation géopolitique, y compris la menace qui pèse sur les Nations Unies, sur l'esprit du multilatéralisme. Le monde
continue de lutter, d'être confronté à des difficultés sans précédent et complexes sur différents fronts. Le panorama sécuritaire, le panorama en matière de sécurité et de paix est de plus en plus fragile. En plus de la nature changeante des conflits, nous sommes les témoins d'un mépris des principes du droit international humanitaire dans les zones de conflit. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'ordre international basé sur des règles est sous pression. Il risque de perdre sa pertinence et ses fondements moraux. Nous vivons dans un monde qui est en train d'évoluer. La communauté internationale, quant à elle, est en train d'essayer de trouver des réponses aux défis auxquels elle est confrontée au XXIe siècle. Cependant, malgré les défis auxquels elles sont confrontées, nous sommes convaincus que les Nations Unies sont une organisation pertinente et que ces institutions ont contribué à des réalisations de taille de par le passé, en particulier pour les pays du Grand Sud. Les Nations Unies sont une promesse de stabilité et de bonne gouvernance. Elle traduit nos ambitions en des mesures concrètes et se fait le champion de questions d'une importance internationale. Dans le cas de la Gambie, les États-Unis ont utilisé son pouvoir fédérateur et sa diplomatie préventive par la Commission de la conditionnalisation de la paix pour soutenir le gouvernement élu démocratiquement qui a pris le pouvoir dans mon pays en 2017. Ce soutien a été clé pour défendre la volonté du peuple gambien, qui a permis l'avènement d'un gouvernement et qui a lancé un système de justice de transition qui a permis de promouvoir la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Madame la Présidente, alors que nous sommes réunissons et nous réfléchissons à ce thème, le thème de cette année, Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, nous devons reconnaître que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui exigent d'entre nous d'investir dans le développement durable, dans l'action climatique, dans la paix et la sécurité. Nous devons également continuer de favoriser la résilience et la croissance pour qu'un développement inclusif soit possible et qu'une prospérité partagée puisse être partagée par tous. Depuis le changement de gouvernement dans mon pays en 2017, l'administration de son Excellence M. Adama Barrow s'est efforcée d'aller vers la paix, le développement, le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Il y a de cela 8 ans, nous nous sommes fixés comme objectif de faire de notre pays, d'organiser des élections nationales crédibles, transparentes. Monsieur le Président, en traitant des griefs du passé par la mise en place d'une commission pour la vérité, nous avons plus d'une vérité, réconciliation, réparation, commission. Comme je l'ai dit, nous avons réussi à organiser des élections reconnues au niveau national et international, élections crédibles, transparentes. Nous préparons l'élection présidentielle 2026 et nous restons attachés aux normes internationales, à la consolidation des démocraties participatives, du développement durable et de la bonne gouvernance. Nous continuerons de prendre des décisions basées sur l'intérêt des personnes pour promouvoir et protéger les droits humains et pour faire face également aux violations de ceux-ci. Nous entendons consolider les institutions de l'État. Le gouvernement également a engagé une réforme législative et élargi les possibilités qui sont les nôtres de poursuivre les atrocités criminelles. Parmi les réformes, nous avons mis en place, par exemple, une loi en 2024 créant un bureau ou un procureur spécial qui aura pour la première fois, qui pourra donc traiter de violations graves des droits humains et des crimes internationaux. Et nous disposerons également d'une commission de lutte contre la corruption. Ceci témoigne des efforts que nous déployons pour lutter contre l'impunité et pour favoriser une justice plus sociale. Notre objectif est de mettre en place une culture de l'application du principe de responsabilité et de respect des droits de l'homme en respect de nos obligations nationales et internationales pour soutenir notre développement au niveau national et nos ambitions. C'est quelque chose qui est repris dans notre plan de développement national. Nous continuons de mettre en place, d'élaborer un budget qui est basé sur les principes de développement humain, éducation, promotion du développement et des investissements. Madame la Présidente, le contrat social avec les Gambiens
s'efforce d'accroître la participation de ceux-ci dans la gouvernance démocratique de notre pays. L'objectif est de faire progresser la démocratie, de respecter les droits humains et d'élargir ceci, de mettre en place des mécanismes. Dans la construction d'une société plus pacifique, nous prenons pleinement en compte le rôle des jeunes et des femmes et soutenons leur représentation et leur participation au fonctionnement démocratique de l'État. Nous continuerons de promouvoir la liberté des médias, le droit de rassemblement, la liberté d'expression. Ce sont des droits humains fondamentaux. Nous engageons une action coordonnée pour les défendre. En tant que gouvernement, nous favorisons le dialogue avec nos citoyens, en particulier les jeunes. Nous respectons leur droit de participer au fonctionnement démocratique de notre État. Étant donné notre expérience, étant donné les difficultés que nous avons en matière de gouvernance, nous sommes conscients de la nécessité qu'il y a de consolider la démocratie et la bonne gouvernance dans notre région. Nous avons ainsi accueilli le Forum pour la gouvernance du Sahel qui s'est efforcé de canaliser un groupe d'acteurs pour trouver des solutions aux difficultés en matière de gouvernance qui sont un obstacle à la paix, à la stabilité et au développement. Nous espérons que ce forum permettra de tenir des débats qui nous permettront de trouver des solutions à la violence, à l'instabilité qui nuit au Sahel. Madame la Présidente, la Gambie continue d'être membre du Conseil de sécurité, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, du Conseil des droits de l'homme et participe aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, aux opérations de paix de l'Union africaine. En siégeant au niveau de ce conseil très important pour notre continent, en participant aux opérations de maintien de la paix, nous continuons d'accorder la priorité au maintien de la paix, promouvoir la paix internationale, la sécurité ainsi que la consolidation de la gouvernance démocratique et des partenaires en Afrique. Il est fondamental que l'Union africaine et les Nations unies continuent de collaborer pour traiter de questions relatives à la paix et à la sécurité régionale. Et ceci suppose bien sûr de recalibrer les outils de diplomatie préventive dont nous disposons. Nous devons également renforcer les mécanismes d'alerte rapide et accorder la priorité à la protection des enfants touchés par les conflits armés. Madame la Présidente, en répétant le mantra « l'Afrique dont nous voulons » et d'une Afrique en paix avec elle-même, nous considérons que davantage doit être investi, être fait pour prévenir les conflits, pour faire face aux défis du développement. Nous devons renforcer la résilience en particulier. Nous appelons le Conseil de sécurité des Nations Unies à s'acquitter de sa responsabilité de manière à pouvoir régler les conflits en Afrique et au-delà. Les niveaux croissants d'inégalité témoignent du système économique actuel qui est inégal et qui crée des déséquilibres pour les pays, dans les pays du Sud, en particulier en Afrique, pour régler le problème de la pauvreté, de la dette et du chômage. 5 ans avant la fin du programme de développement durable à l'horizon 2030, il est décourageant de constater que beaucoup reste encore à faire et que la réalisation de certains objectifs est pour le moins éloignée. Madame la Présidente, alors que nous devrions être engagés sur la voie de la paix et de la prospérité, nous voyons les conflits et les guerres se multiplier. Par conséquent, l'examen du mécanisme de consolidation de la paix en 2026 est une occasion, 2025 et 2026 est une occasion tout simplement de réfléchir à ce qui peut être fait pour faire cesser les conflits qui font rage dans le pays. En effet, les décès inutiles, le déplacement des populations en Haïti, au Sahel, en Ukraine, à Gaza, au Soudan est inacceptable. Nous devons continuer d'œuvrer, au service de la paix et nous devons proposer des actions en exhortant les factions belligérantes à dialoguer pour la paix. Nous devons tous aider en mettant en place des accords et des cadres de sécurité pour régler les conflits, pour garantir en particulier la protection des civils, en particulier des hommes, des femmes et des personnes âgées. Les parties au conflit doivent permettre l'acheminement de l'aide humanitaire pour qu'elle parvienne aux populations qui souffrent
Ils doivent s'engager à faire cesser les hostilités. Il incombe à la communauté internationale de mobiliser le courage et la volonté politique suffisante pour faire cesser les conflits très longs. En effet, le bain de sang doit cesser. Nous célébrons le 80e anniversaire de la naissance de l'organisation. Le calvaire des Palestiniens n'a pas encore été réglé. Des populations innocentes continuent d'être confrontées à une situation humanitaire catastrophique. La situation des Palestiniens renvoie au principe de justice, de respect du droit international humanitaire et de toute détermination. La situation actuelle ne pourrait cesser. On ne peut pas rester impassible face à la détérioration de la situation. Il est impératif d'agir collectivement de toute urgence pour relancer les chances d'un processus de paix inclusif pour Israël, la Palestine et la région. Nous réitérons notre appel au service de la solution à deux États pour permettre au peuple palestinien de récupérer ses droits nationaux tels que l'a reconnu la communauté internationale par sa reconnaissance de l'État de la Palestine dans le cadre de ses frontières de 1967 avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Nous appuyons également la candidature de la Palestine et son adhésion à l'Organisation des Nations Unies à cet égard. Nous tenons à remercier le Royaume de l'Arabie Saoudite et la France pour la conférence de haut niveau qu'il vient d'organiser sur la question de la Palestine. Madame la Présidente, dans le cadre de l'appel que nous avons lancé pour que les conflits mondiaux puissent être réglés le plus vite possible, nous tenons à réaffirmer notre soutien aux efforts entrepris par le secrétaire général qui a lancé une table ronde en Sahara marocain pour arriver à trouver un règlement de cette crise. Nous félicitons de la volonté de l'attachement du Maroc au cessez-le-feu, sa volonté de pleinement coopérer avec les MINURSO et de relancer le processus politique sur la base des paramètres de la résolution 2756 de 2024. À cet égard, nous appelons le Front Polisario à renoncer à son retrait unilatéral de l'accord de cessez-le-feu, à lever les restrictions qui ont été posées sur la liberté de mouvement et la fourniture d'approvisionnement à la MINURSO. Nous exhortons toutes les parties, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario à travailler ensemble à l'avènement d'une solution politique durable et pragmatique sur la base d'un compromis. L'incidence positive de l'initiative marocaine pour l'autonomie que nous acceptons comme réaliste et crédible a été accueilli de manière favorable et les peuples de la région continuent de jouir de la paix, du développement et de la protection de leurs droits humains. Grâce au gouvernement du Royaume du Maroc et du nouveau modèle de développement qu'il a proposé pour la région du Sahara marocain. Nous saluons également le lancement par Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, du gazoduc Maroc-Nigeria, de l'initiative atlantico-africaine et de l'accès pour les pays du Sahel Atlantique. Ces trois initiatives royales donneront un nouvel élan à la région du Sahara marocain en mettant en place une nouvelle plateforme de renforcement de la sécurité, de la stabilité et du développement. Madame la Présidente, la Gambie continue d'être aux côtés de la politique Chine unique de la République populaire de Chine. L'attachement de la Chine à la coopération internationale et son soutien au développement prouve l'élasticité du concept de développement durable et de la coopération triangulaire du Sud-Sud. Nous réitérons l'appel qui a été lancé pour que soit levé le blocus économique imposé au peuple frère de Cuba. Cet embargo, ce blocus continue d'infliger, de causer des difficultés, de causer des dégâts économiques, de créer des problèmes de développement pour le peuple et le gouvernement du Cuba. Nous pensons que le moment est venu de le lever et nous pensons que ceci permettra de faciliter la coopération. Madame la Présidente, nous célébrons également le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 sur femmes, paix, sécurité et résolution du Conseil de sécurité. Nous devons renouveler la conviction qui est la nôtre, que la réalisation du développement durable et la consolidation de la paix et de la sécurité sont ancrées sur le principe de la participation des femmes dans toutes les sphères de la politique et des processus de prise de décision. Des progrès ont été réalisés pour inclure les femmes dans la vie publique. Leur participation dans la consolidation de la paix et dans les accords de sécurité continue d'être limitée par des obstacles que nous devons surmonter. En effet, les femmes doivent avoir une place à la table des négociations. Elles payent le lourd tribut très souvent des conflits. Elles doivent pouvoir participer à la paix. En tant que pays qui partage la même destinée, en préparation de la 4e conférence mondiale sur les femmes, nous avons l'obligation morale et la responsabilité collective d'agir rapidement sur toute question qui empêche l'émancipation des femmes. Ceci inclut de favoriser leur avancement, leur progrès dans les institutions et leur contribution croissante à la paix et la sécurité et à la consolidation de celle-ci.
Madame la Présidente, étant donné les conclusions de la 4e conférence sur le financement du développement, nous espérons que l'architecture financière internationale et les mécanismes en la matière évolueront de manière positive. L'architecture financière internationale, en particulier concernant la restructuration de la dette, continue d'empêcher les aspirations de développement des pays en développement. Étant donné la marge de manœuvre budgétaire très limitée par les pays qui sont soumis à la charge de la dette, les pays en développement ont des difficultés à investir dans les secteurs sociaux. Cette difficulté est compliquée, notamment pour ce qui est des investissements dans la base productive de leurs économies pour favoriser la croissance, l'emploi et le développement. La situation a contribué à la réalisation très décevante de seulement 17% des ODD. Pour accélérer la pleine mise en œuvre de ceux-ci, dans le cadre du calendrier qui est le nôtre, nous devons renforcer la coopération financière internationale et revoir l'architecture financière internationale. Nous devons créer des accords, des institutions, des mécanismes qui permettront la réalisation d'investissements précis, l'industrialisation et le lancement d'initiatives de mécanisation pour garantir le développement de l'agriculture, de l'eau et de l'eau. Monsieur le Président, Madame la Présidente, le pacte pour l'avenir adopté lors de la 79e session de l'Assemblée générale l'année dernière est une occasion en or de voir les réalités que sont honnêtes, de relancer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable et d'intensifier nos efforts pour faire face aux défis urgents de notre époque. Le pacte concerne la prospérité partagée et c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables au processus de préparation de l'examen du pacte en 2028 pour que celui-ci soit mis en conformité avec les processus intergouvernementaux en cours, comme par exemple l'examen du mécanisme de consolidation de la paix en 2025, la réunion de haut niveau de la plénière pour commémorer le 30e anniversaire du programme d'action pour la jeunesse et le sommet mondial social. Le succès de ces rendez-vous dépendra principalement de notre volonté, de l'élan que nous donnerons à l'avènement d'un cadre de gouvernance mondiale plus résilient, plus équitable au service de la réalisation des objectifs qui sont les nôtres. Madame la Présidente, sans une réforme du Conseil de sécurité, nous ne serons pas à même de mener à bien notre programme de réforme. Nous appuyons la position africaine commune sur la réforme du Conseil telle qu'elle a été présentée dans la déclaration de Sirte et le consensus des Ulwini. Nous sommes convaincus que la sous-représentation que le processus de réforme des Nations Unies doit progresser et que la représentation de l'Afrique dans les catégories de membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité est une injustice historique qui doit être corrigée de toute urgence. L'Afrique a ainsi toujours contribué à la paix au niveau mondial et l'Afrique a payé le lourd prix de sa participation à deux guerres mondiales. Par conséquent, nous sommes convaincus que le moment est venu pour la communauté internationale de soutenir l'appel de l'Afrique pour qu'elle soit représentée pleinement au Conseil de sécurité. Ce faisant, donc une réforme du Conseil permettra de garantir sa légitimité et sa crédibilité en tant qu'organe responsable de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous saluons le comité de l'Union africaine de 10 chefs d'État et de gouvernement sur la réforme du Conseil de sécurité présidé par son Excellence le Président de la République de la Sierra Leone. Merci pour leur direction éclairée dans cette quête tout à fait légitime. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à des niveaux au niveau international d'insécurité, niveaux d'insécurité très élevés. La menace des changements climatiques continue d'aggraver les défis sécuritaires, notamment au Sahel. Nous devons donc faire face à l'incidence de la change climatique dans le cadre des mesures qui sont prises pour renforcer la résilience, des mesures qui sont vitales pour atténuer les effets, les risques liés au climat, qui sont liés bien sûr à des facteurs économiques, sociaux et politiques. Nous voudrions saluer les progrès enregistrés lors de la COP29 à Bakou. Nous sommes passés de 100 milliards de dollars à un nouvel objectif quantifié collectif. Celui-ci n'est pas suffisant pour financer toutes les actions en matière d'adaptation et d'atténuation, en particulier pour les pays en circonstances particulières. Nous espérons que les décisions prises lors de la 31e COP à Belém au Brésil permettront de galvaniser les activités en matière de financement climatique. Nous appelons aux pays à déterminer des contributions, déterminer une évaluation la plus ambitieuse en s'engageant à arriver à des émissions net zéro d'ici 2050. Avant de conclure, permettez-moi de rappeler aux États membres qu'il est nécessaire de forger ici un nouveau consensus pour faire face aux nouvelles réalités qui sont les nôtres. Nous unissant, étant donné notre détermination, la détermination qu'il est la nôtre de faire des Nations Unies un outil puissant pour répondre à nos aspirations et nos objectifs en tant que famille humaine unique. C'est notre seule planète, préservons-la pour la postérité. La Gambie est prête à jouer son rôle pour faire de notre monde un monde meilleur pour tous et toutes. Au nom de son Excellence, M. Amada Barrow et du gouvernement et le peuple de la Gambie, je vous souhaite des délibérations fructueuses pour faire avancer le thème de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie pour votre attention.